L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Bonjour du Festival de journalisme à Couture et nous avons plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Maxime Delisle. Bonjour. Je le prononce bien ? Parfaitement. Voilà, donc vous étiez là ce matin pour une conférence sur le site de la CAL. Quel était le thème d'ailleurs de cette conférence ? Le thème c'était sur la haute mer et la question c'était de savoir si la haute mer était une zone de non-droit. On a parlé de pêche illégale principalement. Et alors, quelle en est ressortie au cours de ce débat ? Est-ce que la pêche est une zone de non-droit ou c'est plus complexe que ça ? C'est toujours un peu complexe, mais au fond c'est assez simple, c'est que l'océan est absolument vital pour la vie sur Terre. Ça nous apporte l'oxygène qu'on respire, c'est le plus gros régulateur du climat, ça nourrit des milliards de personnes. Mais la première source de destruction de l'océan, c'est le fait qu'on surconsomme trop de poissons. Et donc on vide l'océan de ses poissons, et donc on vide l'océan de sa vie, et ça affaiblit l'océan. Et ça fait que, comme il n'y a pas de planète en bonne santé avec un océan qui est malade, le fait qu'on le vide, ça l'affaiblit et c'est très impactant à la fois pour l'environnement et pour toute l'humanité, dont les pêcheurs africains. Moi, je parlais particulièrement des pêcheurs africains parce que j'ai fait de la lutte contre la pêche illégale en Afrique de l'Ouest pour essayer de voir comment les pêcheurs industriels à la fois asiatiques et européens ont des pratiques qui sont pas du tout durables. Et oui, donc je suppose qu'on pille les océans, ces grands prédateurs, en quelque sorte modernes, qui viennent avec leurs filets et avec leurs grosses exploitations. Exactement. Le plus gros prédateur de l'océan, c'est pas le requin, c'est pas la baleine, c'est l'être humain. Actuellement, en Afrique, il y aurait 19 000 chalutiers qui ratissent les eaux africaines jour et nuit, tous les jours de l'année, et qui ratissent ces eaux africaines proches des côtes. Et donc ça a un impact direct sur tous ces écosystèmes incroyables, parce que ils pêchent avec des chaluts de fond, donc ça ramasse tout ce qu'il y a sur le passage. Ça les impacte sur les baleines, sur les requins, sur les dauphins, sur les populations autochtones. Énormément sur les populations autochtones. C'est à la fois environnemental et très social. Donc toutes les populations, et c'est des millions et des millions de personnes qui vivent de la pêche artisanale depuis des générations et des générations, maintenant n'ont plus rien à manger. Et donc ça crée du chômage, des migrations régionales et ensuite des migrations vers l'Europe. Et surtout, eux, en Afrique, ils ont beaucoup moins le moyen de se défendre que nous dans les pays occidentaux. Comment ils peuvent réagir à leur échelle ? Alors, la réaction à leur échelle, elle est assez compliquée parce que c'est des accords de pêche qui sont faits au niveau de l'Union européenne avec leurs États. Donc c'est de l'Union européenne ou de la Chine ou de la Turquie ou de la Russie. Donc c'est à des niveaux politiques très élevés. Donc il n'y a pas grand-chose que eux peuvent faire. En revanche, il y a beaucoup de choses que nous, on peut faire. À la fois dans ce que j'appelle ce triangle de l'action ou de l'inaction, c'est l'État, les entreprises et les citoyens. Chacun à notre échelle, on peut avoir des actions. Les actions individuelles, c'est assez simple. Même les actions pour tous ces trois types d'acteurs, c'est très simple, il faut réduire. On est passé au-delà de la limite planétaire de l'océan. On mange beaucoup trop de poissons à l'échelle de l'humanité. Donc il faut qu'on revienne à un peu de raison. C'est pas forcément tout arrêter, c'est revenir à ce qu'on faisait il y a quelques décennies où on mangeait. Aujourd'hui, chaque Français mange en moyenne 34 kilos d'animaux marins par an et par habitant en France. Dans le monde, c'est 20 kilos. En Afrique, c'est 10 kilos. Et il faut juste revenir à un petit peu de raison sans avoir besoin de se gaver des poissons que les Français adorent, qui sont le saumon, la crevette, le thon, le cabillaud. Les plateaux de fruits de mer. Les plateaux de fruits de mer un peu moins, mais c'est surtout ces poissons qui ont un impact très fort. Et puis après, c'est aux décideurs politiques aussi de montrer la voie. Il y a la voie qui est possible parce qu'on peut vite changer les choses. Ce qui est incroyable avec l'océan, c'est qu'il est hyper résilient. Donc si on le laisse un peu tranquille, les poissons et la vie reviennent et c'est absolument merveilleux. Ben justement, ça a été le cas du thon parce que ce matin, en arrivant, j'ai écouté à la radio le scandale du thon empoisonné. Et donc j'ai pas tous les tenants ni aboutissants parce que j'ai pas eu le temps d'écouter le développement. Et pourtant ça a été une filière très surveillée, très réglementée et qui s'est régénérée d'ailleurs justement pratiquement d'elle-même. Et on retourne vers nos mauvaises habitudes en fait. Je pense que vous parlez du thon rouge qui en effet est proche de l'effondrement en Méditerranée et qui maintenant va un peu moins mal. Il va pas bien, il va juste un peu moins mal parce qu'on a pris des mesures drastiques de réduction de la pêche. Mais ce que vous abordez aussi, c'est le sujet de la pollution en fait qui est absorbée par les poissons. Et les poissons, entre autres les poissons comme le thon, qui sont des poissons gras, ou le saumon, en fait, c'est des agrégateurs de métaux lourds, de PCB, de mercure, etc. Et donc, quand ça finit, eux, en fait, dans la chaîne alimentaire, c'est tous ces polluants, ils arrivent dans l'eau par les rivières, ensuite ils s'accrochent à des micro-éléments qui sont mangés par des petits poissons, qui sont mangés par des moyens poissons, qui sont mangés par des gros poissons comme le thon. Et ça, ensuite, ça finit dans l'assiette des Français. Et donc, il y a un vrai scandale sanitaire qui a été révélé il y a quelques mois sur le taux de mercure qu'il y a au sein des thons.
pollution qui est très élevée et qui peut avoir des impacts très forts pour la santé des êtres humains. Et donc quand je dis réduire, c'est réduire aussi le risque de chacun d'attraper des maladies ou d'accumuler des maladies parce qu'on mange trop de ces poissons. On est dans une situation qui est véritablement préoccupante, vu ce que vous dites, l'état des océans. Et puis en même temps, chaque année, on se rend compte que nous consommons l'intégralité des ressources de la planète de plus en plus tôt. Ouais, ça s'appelle le jour du dépassement. Cette année, est-ce que c'était quoi, en mars ou en avril? C'est tous les ans, c'est de plus en plus tôt. Oui, Et je pense qu'il y a un double facteur. Il y a un facteur on est de plus en plus d'humains et que individuellement, chaque humain consomme de plus en plus. Sur le poisson, on consomme aujourd'hui 9 fois plus de poissons qu'il y a 100 ans. Et pourquoi c'est 9 fois plus? C'est qu'on est 3 fois plus d'humains et que chaque humain consomme 3 fois plus de produits de la mer aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Donc cette accélération fait qu'on est en train de pas piller ou d'extraire toute la vie de la Terre, et donc ça assèche notre planète. Oui, avec en même temps un autre phénomène, c'est de plus en plus de déchets qui sont accumulés dans les océans, au point que l'on parle d'une mer de plastique. Ouais, on peut parler d'une mer de plastique, mais aussi on peut parler d'une mer de méduses. La montée des températures des eaux. Ces phénomènes cumulés de changement d'augmentation de la température, d'augmentation des pollutions et d'augmentation de la surpêche, ça simplifie les écosystèmes marins qui sont des écosystèmes absolument merveilleux de diversité. Ça foisonnait encore il y a quelques décennies de poissons, de vie. Et là, les systèmes sont en train de se simplifier et les animaux les plus résistants dans l'océan, c'est pas les requins, c'est pas les orques, c'est les méduses qui ont besoin de pas grand chose pour vivre. Et donc, si on trace des courbes dans quelques décennies, c'est possible qu'il y ait majoritairement des méduses. Ça fait un peu peur, et c'est pour ça que je dis, les solutions, on les a. La science, elle sait ce qu'il faut faire. Il faut qu'on réduise nos impacts. Il faut, comme pour la viande, il faut manger moins de viande, il faut manger local, et pas manger des produits importés. Et le thon, le saumon, tout ça, c'est des produits importés. Donc c'est revenir à un peu de raison, c'est possible, et ça permet de garder cet écosystème océanique qui est merveilleux d'histoire, de légende et de vie. Oui, alors vous parliez de surpêche, on peut parler aussi de la problématique qu'on rencontre dans la Manche avec les lois européennes, avec le Brexit et avec cette guerre que se font justement les chalutiers et en plus des chalutiers électriques qui n'aident pas la chose. Et à notre échelle européenne, est-ce qu'on pourrait déjà agir? Alors, on peut agir encore plus. On agit déjà pas trop mal. L'Europe, c'est un exemple de ce qui peut se faire plutôt bien. Dans les années 80, on était au bord de l'effondrement de beaucoup d'espèces de poissons sur les côtes européennes. Et la Commission européenne, avec les États membres, ont décidé d'agir fortement en réduisant fortement la pression de pêche. Donc, il y a des milliers et des milliers de bateaux de pêche qui sont partis à la casse parce qu'ils n'avaient plus de quotas. Et donc, l'état de certaines populations de poissons sur nos côtes atlantiques est moins mauvais qu'avant. Il faut aller plus loin. Le Brexit a complexifié les choses parce qu'avant on décidait tous ensemble autour d'une même table. Maintenant c'est l'Union européenne qui décide, puis il faut négocier en plus avec les Anglais. Et comme toute séparation, parfois ça fait des étincelles. Donc là ça fait des étincelles actuellement. Mais l'Europe est quelque chose. Il faut pas tout jeter. Il y a plein d'innovations qui se font bien. Il y a plein d'initiatives qui se font bien. Sur la réglementation c'est bien. Sur le contrôle des pêches, il y a des choses qui ont été bien faites. Et sur les aires marines protégées aussi, il y a quelques zones en France qui ont été très bien protégées où la vie revient incroyablement. Bah justement, c'était ma deuxième partie de question. Je voulais parler de ça pour rebondir sur autre chose. Quid des eaux à l'international? Parce qu'on sait que le plus gros consommateur, c'est aussi l'Australie. Et le plus gros consommateur, par exemple, de sushi, c'est l'Australie, c'est pas le Japon. Et nous, à notre échelle, on peut faire quelque chose, mais on est tout seul, quoi. Si l'international ne s'y met pas à la mondialisation des mers. Alors, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul parce que tout ce qui est sur la pêche est décidé à l'échelle de l'Union européenne. Donc on est en fait à 27 États membres. L'Union européenne, c'est la plus grosse puissance économique au monde, avant la Chine, si on se met tous ensemble, avant la Chine, avant les États-Unis. Donc on est ensemble. La France, c'est le deuxième espace maritime au monde. Donc on a une puissance à l'international du fait de tous les territoires extra-hexagonales qui est hallucinante. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. On a aussi la chance d'avoir une diplomatie française qui est très forte. On a vu là, il y a eu le sommet mondial, enfin le sommet des Nations Unies pour l'océan, qui a été hébergé à Nice en juin. Ça a été hébergé en France. Et donc ça a montré à quel point la France sait accueillir, sait initier des choses sur l'océan. Donc on n'est pas tout seul. Non, je pense pas qu'on soit tout seul, mais il y a beaucoup de choses à faire et il faut aller beaucoup plus vite parce que comme vous le disiez, il y a une vraie urgence. Alors cette urgence, justement, comment la traite-t-on? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par l'éducation? Oui et non. L'éducation c'est nécessaire et la question c'est qui on éduque.
est-ce qu'on éduque les enfants qui en fait seront en capacité de décider dans 20, 30 ou 40 ans? Moi, je suis convaincu qu'il faut éduquer les décideurs d'aujourd'hui et pas les décideurs de demain. Et donc, il faut aller voir les chefs d'entreprise, de pêche ou de restauration, enfin les pros de la cuisine. Il faut aller voir aussi les décideurs politiques parce que c'est eux qui peuvent mettre des lois qui vont changer le système pour toujours. Une loi, enfin pour toujours, ou au moins pendant très longtemps. Donc, allons éduquer les décideurs d'aujourd'hui et en parallèle, on va éduquer les nouvelles générations qui auront ça presque naturel pour eux de penser un peu différemment de notre mode de pensée actuel. Justement, parlant d'éducation, vous êtes scénariste. Et qu'est-ce que vous racontez et comment vous racontez dans vos livres? Vous avez sorti Pillage l'an dernier. Cette année, il y a 4 mois, vous avez sorti un autre ouvrage dont vous pouvez rappeler le titre. On a mangé la mer. On a mangé la mer. Et racontez-nous ces livres et vos inspirations à l'intérieur. Tout le but de mon action, c'est de travailler sur la protection de l'océan. Donc à la fois, j'étais commandant en seconde sur des bateaux de Sea Shepherd pour faire de l'action directe en mer et arrêter la pêche illégale. J'ai une ONG qui s'appelle Systémique. C'est un jeu de mots entre sea, la mer en anglais, et l'approche du système parce que tout se lie, tout est lié. Ça, c'est pour travailler avec les décideurs. Et j'avais aussi envie de raconter des histoires à tout le monde, sous un format qui est visuel, graphique, sympa, qui est la bande dessinée, où à la fois j'essaie de mettre de l'émotion en racontant des histoires et mettre de la raison, parce que c'est toujours... On a mangé la mer, c'est du pur documentaire sur la crise de la pêche en France. Pillage, c'est un docu-fiction inspiré de mes aventures sur Sea Shepherd, où on suit des personnages inspirés de faits réels, qui ont des aventures, mais il y a aussi des parties documentaires. Parlez-nous de Sea Shepherd un peu. Sea Shepherd, c'est une ONG absolument incroyable et pleine de controverses. Incroyable, parce que ça fait 45 ans, c'est quasiment la seule ONG au monde. Il y en a Paul Watson aujourd'hui sur le site, sur le Festival du journalisme. Tout à fait. C'est une ONG qui a 45 ans, qui fait de la lutte contre la pêche illégale en mer. Donc c'est une flotte d'une dizaine de bateaux qui sont dans toutes les mers du monde et qui essayent de traquer les braconniers et qui ont une capacité de faire ça bien et de faire autre chose très bien, c'est de raconter ces histoires, de montrer des images qui touchent beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Si je suis ici aujourd'hui avec toutes ces histoires à raconter, c'est parce que Paul Watson, j'ai vu des documentaires, des films de Paul Watson, entre autres. Fabuleux, justement. Vous étiez rêveur de ça quand vous étiez petit? Oui, du commandant Cousteau, des aventures des corsaires bretons où j'allais en vacances, et Paul Watson a pas mal inspiré. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes lancé, vous avez dit, je pars avec lui? C'est un voyage que j'avais fait en Alaska, en kayak, pour aller voir des baleines et des ours. En kayak, rien que ça. Ouais, c'était une super aventure. Et à ce moment-là, on était très loin, à des dizaines et des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres de la première habitation. Et j'ai vu à la fois la merveilleuse beauté du monde et que la présence humaine était là. Parce qu'il y avait une sécheresse incroyable à ce moment-là en Alaska. Et donc, les forêts d'Alaska étaient en train de sécher. On pensait qu'il allait pleuvoir tout le temps. En fait, il faisait très sec. Et donc, j'ai eu cette espèce d'éveil ou de goutte d'eau, parce que c'est un éveil qui était plus long, mais goutte d'eau qui m'a dit, oui, en fait, c'est le combat de notre génération. Il faut qu'on se retrousse les manches. Et donc, j'ai décidé de partir en mer avec lui. Et alors, Paul Watson, parlez-nous un petit peu de lui. Paul Watson, moi, je le connais pas personnellement. Je l'ai jamais vu en vrai, parce que comme il y a 10 bateaux, et à l'époque, il était aux États-Unis. Donc, moi, j'ai travaillé avec plutôt ces équipages. Il y a plein d'équipages partout dans le monde. Donc, je pense que vous aurez la chance de discuter plus avec lui que moi s'il est invité à ce micro cet après-midi. 40 ans de combat. Paul Watson, c'est quelqu'un de discret, mais à la fois de populaire, qui a eu des déboires dernièrement avec le Japon, arrêté en haute mer, alors qu'il défendait la pêche illégale des baleines, la nature illégale des baleines. Donc, c'est quand même... Mais c'est une des grandes voies mondiales de l'océan. Absolument. C'est un des plus grands activistes après Cousteau, oui. Actuellement. Donc c'est une grande voie qu'il faut suivre et écouter avec d'autres voix, parce qu'en fait, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une pluralité d'actions. Lui, il fait de l'action directe, puis il y a des scientifiques, il y a des gens qui font des plaidoyers. Mais lui, il est prêt à donner sa vie et il le fait. Ouais, tout à fait. Il le fait. Et du coup, vous, est-ce que vous aviez cette ambition depuis petit, et est-ce que vous aviez fait des études en parallèle de biologie maritime ou autre pour arriver à ça? Oui et non. À la fois non, parce que j'ai fait des études de finance, de commerce, donc ça n'avait rien à voir. Mais j'ai toujours eu cet attrait par la mer. J'ai fait une année de césure dans la marine nationale, où j'étais officier de navigation parce que j'avais cet attrait pour les bateaux. Et au lieu d'aller comme tous mes copains d'école faire des stages dans des banques, je suis allé sur des bateaux gris pour aller voyager et naviguer. Voilà, donc j'ai toujours pendant 10 ans, j'ai eu cette espèce de deux pattes, une patte dans le secteur privé et une patte dans la mer. Et puis maintenant, je réunis les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation sur le festival, et on vous souhaite une bonne continuation sur la défense maritime et des poissons des océans. Merci beaucoup. Qui ont besoin de nous.
C'était l'invité du jour sur Espoir FM.